liées vraiment au TDAH, et on va rentrer vraiment dans la pratique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau comportement, comment on va faire pour aider l'enfant et pour faire une prise en charge spécifique de son trouble ascensionnel, de son trouble de l'inhibition. Alors je reviens sur qu'est-ce que c'est qu'un neuropsychologue. C'est un psychologue qui est spécialisé dans les troubles neurocognitifs. Bien sûr, on va participer à l'évaluation du trouble, et il est très important d'identifier quel type de troubles attentionnels sont en présence et quelle est l'intensité du trouble, de façon à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place en prise en charge, s'il faut mettre en place une prise en charge, et de quel type. Alors je vais passer très vite sur l'évaluation, parce que je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Bien sûr, l'évaluation, c'est ces fameux tests, ces tests qu'on choisit en fonction de ce qu'on cherche, en fonction de la première idée qu'on se fait de l'enfant. Et évidemment, si c'est parce qu'on a un soupçon de trouble attentionnel, on va chercher s'il y a un trouble attentionnel, effectivement, et quel type de trouble attentionnel on a. On va évaluer aussi qu'est-ce qui se passe au niveau psychosocial, quels sont l'environnement de l'enfant, ses rythmes. On va faire ça en collaboration avec le médecin. On va faire ça en ayant avec soi la famille. On ne travaille pas contre la famille, mais avec la famille, c'est totalement indispensable. Avec l'école, parfois avec ces fameux questionnaires qui nous permettent un petit peu de rentrer dans l'école et avoir l'avis des professeurs sur ce qui s'y passe. Quand il y a un bilan de psychométricité, il est très important de l'avoir. Il faut voir que, contrairement à mes collègues, moi, la plupart du temps, ce n'est pas en première intention que je vois les enfants. Moi, quand je les vois, ils ont déjà un très gros parcours d'errance derrière eux. Ceux qui arrivent dans mon cabinet, ce sont souvent des enfants qui sont allés de droite à gauche pendant longtemps. Et quand ils arrivent là, souvent les problèmes se sont énormément amplifiés par des souffrances psychosociales gigantesques. Donc toutes les observations précédentes vont être précieuses pour faire un bilan et pour avoir un état des lieux de ce qui est en train de se passer auprès de cet enfant-là. Au niveau des prises en charge, donc ce dont je vais vous parler, ce sont les prises en charge de type rémédiation cognitive. Moi, je m'inspire énormément de l'école canadienne, puisque j'y ai vécu plusieurs années. J'y ai enseigné en neuropsychologie, parce qu'il se trouve que je suis neuropsychologue, mais je suis aussi chercheuse en neurosciences sur les troubles attentionnels. Alors, on va prendre en charge évidemment les problèmes psychosociaux, parce que maintenant vous avez bien compris qu'ils sont indissociables. On ne peut pas dissocier la fonction de son retentissement. Et parfois c'est même très difficile de savoir qui de l'œuf ou la poule était là en premier. On va travailler sur l'environnement et les rythmes. On va travailler avec la famille et on va devoir avoir vraiment les parents comme des alliés extrêmement précieux, importants. Ça va leur demander un effort gigantesque. Et on va travailler sur la cognition. Alors, les problèmes psychosociaux, et je crois que ma diapositive, voilà, ça y est, elle va bien s'afficher. On va travailler sur l'estime de soi. Vous avez compris aussi que c'est extrêmement important. Un enfant qui n'a pas d'estime de soi, c'est un enfant qui n'est simplement pas capable de donner une réponse parce qu'il ne pense pas qu'il est capable d'avoir cette réponse-là. Il ne va donc pas la fournir. Il faut aussi travailler sur le contrôle de soi, le renforcement positif, identifier les émotions, etc., etc. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça qu'en général, c'est la première chose qu'on fait, c'est de commencer par évaluer quel est le retentissement psychologique chez l'enfant, mettre en place des techniques, ce qu'on appelle les techniques de renforcement positif avec les familles, qui sont des petites techniques qui permettent de récompenser immédiatement l'enfant. Et je précise pour tout le monde, la récompense, c'est pas acheter l'enfant. On n'est pas là en train de vous faire un système où vous allez donner 1 € à chaque fois que votre enfant fait bien. On veut l'amener à un système de récompense, où la récompense, elle est sociale, la récompense, elle est affective, mais elle est immédiate. Et ça, c'est très important pour ces enfants-là.
Et le fait de mettre un système en place de renforcement comme ça, on va pouvoir s'en servir ensuite pour motiver l'enfant, hein, pour le faire avancer, parce que tout ce qu'on lui demande, ça lui demande beaucoup d'efforts. On va travailler sur l'environnement. Alors, eh bien, la première chose, la chose la plus logique, c'est de commencer par éviter tout ce qui peut en rajouter. Si notre enfant a un déficit au niveau de l'attention, on va éviter de rajouter tout ce qui peut amplifier le déficit attentionnel. Ça peut sembler assez basique comme ça, mais c'est bien souvent un peu négligé. Le sommeil est capital pour ces enfants-là. Ils ont besoin de leur quantité de sommeil. Plus leur sommeil est déficitaire, et plus leur problème attentionnel va être important. Alors ce sont des enfants qui ont tendance à grignoter plus que les autres, à se ruer sur le sucre, à se ruer sur les excitants. Évidemment, il peut y avoir tous les facteurs alimentaires associés, comme les intolérances, les problèmes de manque de fer, etc. Donc certaines familles vont mettre en place des alimentations beaucoup plus contrôlées. Alors, les résultats de recherche concernant la mise en place d'évictions alimentaires, comme par exemple les colorants alimentaires, etc., les dernières grandes méta-analyses qui ont été faites montrent qu'il y a une très légère amélioration, mais qu'elle semble limitée à certains enfants qui ont vraiment des prédispositions de faiblesse sur ce type d'aliments particulier. Donc, ce n'est pas un remède miracle. Eh bien oui, on va expliquer aux familles qu'effectivement, l'abus d'écran, c'est beaucoup en rajouter pour ces enfants. Un enfant qui a du mal à se concentrer, la télé en toile de fond, vous oubliez, hein, c'est à peu près le pire qu'il puisse y avoir. C'est de la même façon qu'un enfant qui a déjà des troubles digestifs ou qui a une sensibilité particulière, manger devant la télé, ça n'améliore pas sa digestion, c'est évident, et ça n'améliore pas son attention sur ce qu'il est en train de manger. De la même façon que ça détériore évidemment le bien-être social de la famille. Donc la corrélation du temps passé devant les écrans avec le déficit attentionnel a déjà été validée de nombreuses fois au niveau scientifique, donc on ne va pas revenir là-dessus. Quant à l'abus de réseaux sociaux, c'est aussi de notre responsabilité d'amener nos enfants à comprendre que la vie sociale, elle se fait en vrai. Elle se fait pas en virtuel. Alors, on va agir sur l'organisation de la vie quotidienne. Et alors là, il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent faciliter la vie de ces enfants. On va travailler sur leur espace de travail. Alors, vous rentrez dans la chambre de ces enfants qui sont censés faire leurs devoirs et vous voyez que tout a été étalé partout, par terre. Il y en a absolument partout dans la chambre, c'est super intéressant. Et évidemment, on s'énerve un peu parce qu'on a l'impression que c'est pas très efficace et on a sûrement raison. Mais on va essayer de regarder ça d'un côté un petit peu plus neurobiologique. Pourquoi l'enfant met ça partout, par terre autour de lui? Pourquoi l'enfant s'étale comme ça? Et si c'était un facteur adaptatif? Notamment, on sait que ces enfants ont un déficit de mémoire de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui disparaît de leur vue n'est plus traité. Donc, pour que ça ne disparaisse pas de leur vue, ils vont l'étaler partout par terre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? On va leur apprendre à s'organiser. Évidemment, si vous leur dites, vous faites une pile, tiens, pourquoi ça... J'ai un truc qui a disparu, c'est pas sympa, il m'en manque toute une partie là-haut. Là. Bon. Vous leur dites, ok, tu vas organiser ta chambre, tu vas faire une belle pile, oui, mais au bout de la pile, il va plus voir lui que la feuille qui est au-dessus, et tout le reste va disparaître, trouble de mémoire attentionnelle, trouble de mémoire de travail, c'est fini, problème d'attention, c'est fini. Ok, alors on va inverser le problème et on va lui apprendre à s'organiser en série, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre à mettre les choses sur la tranche
et à mettre des repères et des marques sur la tranche. Hein, et, tous les maths en rouge, dans un classeur d'organisation rouge visible, où on puisse bien voir les tranches, des habitudes avec des post-it, tout le français en bleu, avec des codes couleurs, hein, c'est-à-dire que vous rajoutez des stylets bleus, vous lui apprenez à mettre des post-it qui émergent, ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième, etc. Et là, ça va commencer à aller nettement mieux. Hein. Évidemment, ça va lui prendre un certain temps avant de s'habituer à ce mode d'organisation, mais votre enfant, il n'est pas bête, et lui aussi, il va finir par se rendre compte que oui, c'est plus efficace. Alors, parmi là où ça ne s'est pas affiché, c'était les outils. Hein, on ne va pas hésiter à introduire des outils pour aider l'enfant. L'enfant a souvent un très gros problème à percevoir le temps qui passe. Et donc, il faut absolument mettre à la disposition de ses enfants des outils de gestion du temps. Et une horloge, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on utilise des choses comme le time timer que vous avez vu tout à l'heure, qui permet d'évaluer le temps en fonction d'une quantité de rouge qui découle comme ça. On va utiliser des classements, des rangements. On va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition de façon à lui améliorer la vie. Alors, je suis très frustrée de cette diapo qui s'affichait tout à l'heure, il ne s'affiche plus. Qu'est-ce qu'on va faire en dessous là? Alors, il y avait 2 belles photos. Il est très important pour la vie familiale que chacun ait son espace. Alors, vos enfants ont absolument besoin d'avoir un espace privatif. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand l'excitation est trop importante, ou simplement, mais c'est nécessaire pour tous les enfants, pas forcément les enfants qui ont un trouble attentionnel, il y a besoin d'avoir un petit espace pour soi, un espace de repli. Et donc, même dans les familles surchargées, où ils sont 2 ou 3 par chambre, il y a moyen toujours d'aménager autour du lit, ne serait-ce qu'avec un rideau, un écran, quelque chose qui fait que l'enfant va avoir un espace à lui. Et ce qui est important pour l'enfant, c'est important pour les parents aussi. Parce que les parents, ils ont tendance à, dans ces cas-là, tout faire pour aider leur enfant au maximum, et ils s'oublient un peu. Ils oublient qu'eux aussi, ils ont droit à leur espace privatif. Et donc, on va partager la maison. Il y a une zone pour les enfants, une zone où ils vont avoir le droit de développer leur entropie à l'infini jusqu'au moment où on se fâche pour demander à faire le ménage. Et un endroit des parents où ils n'ont pas le droit de le faire. Hein, un endroit sous condition. Donc, n'oubliez pas que pour le bien-être de chacun, chacun doit avoir son espace, y compris les parents. Enfin, on va travailler sur les fonctionnements spécifiques, c'est-à-dire apprendre aux parents comment ils vont faire pour interpeller l'attention de leur enfant et pour aider les problèmes d'attention au quotidien. Donc ça veut dire fractionner les demandes. Hein, si vous demandez plusieurs choses en même temps, ça ne marche pas du tout. Il faut apprendre à les demander une à la fois, ou à la limite 2 à la fois. Ça dépend des enfants, mais ça ne peut pas être énorme. On va instaurer des routines de façon à pallier à des routines qui ne se sont pas faites automatiquement, comme les autres enfants finissent par mettre en place. Pour eux, c'est beaucoup, beaucoup plus long. On va apprendre à donner des consignes courtes, claires, concises, et s'assurer de l'attention de l'enfant. Alors, si vous êtes dans la pièce à côté et que vous criez, je sais pas, Alain, viens manger, mais ça marche pas, ça marche pas du tout parce qu'il vous entend pas. Il fait pas attention à ce que vous dites. Non, il faut y aller, ou alors vous envoyez un autre enfant, il faut lui taper sur l'épaule, lui dire, ça y est là, on passe à table. Hein, donc, assurez-vous de l'attention de l'enfant. Demandez-lui de vous regarder. Assurez-vous qu'il a entendu la consigne. Parce que, avant de parler du fait qu'il n'a pas voulu exécuter la consigne, il faut déjà être sûr qu'il l'a bien entendu. Alors, on va éviter les distracteurs. Hein, oui, un bureau doit être complètement dégagé. Tout objet inutile sur le bureau est enlevé. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jouets, il n'y a pas des stocks de crayons très amusants avec des plumes partout ou des petits bonhommes dessus. Non. On n'a que ceux dont on a besoin pour travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas rajouter des choses qui peuvent aider l'enfant, parce que parfois ça peut l'aider d'avoir une balle anti-stress à tripoter ou d'avoir ces coussins spéciaux qui permettent de gigoter sur sa chaise tout en restant assis, etc. Mais on va permettre un objet
2 objets de dérivation de ce besoin de manipuler, mais pas 50. Et on va donner des temps de pause possibles, c'est-à-dire que quand on voit que l'enfant, là ça y est, il est hors contrôle, il y a un moment où quand ça monte, l'enfant il est plus accessible à tout ça. Et donc ça n'est pas une punition, il faut lui apprendre dans ces cas-là à pouvoir aller dans un endroit de retrait pour redescendre, revenir. Ça ne sert à rien de se fâcher à ce moment-là quand il est déjà hors d'atteinte. Parfois, c'est nécessaire de revoir les règles de vie commune, voire de les écrire, de les afficher et de donner les limites de chacun. Et enfin, on va instaurer des systèmes de récompense immédiate et petit à petit, on va essayer d'amener l'enfant à apprendre à avoir une distance par rapport à sa frustration, par rapport à son attente, mais on va l'introduire petit à petit, pas immédiatement. Alors au niveau des troubles cognitifs, comme une de mes collègues a dit tout à l'heure, c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse réparer un trouble cognitif. On va essayer de le compenser. On va rarement arriver à redonner une fonction qui est déficitaire. Mais par contre, c'est rarissime que tout soit déficitaire. Donc on va essayer de s'appuyer, justement, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un bilan à l'origine et de savoir qu'est-ce qui marche, et on va apprendre à l'enfant à compenser. Donc à partir du bilan... Donc je ne reviens pas sur les questions d'environnement. Vous avez compris que ça fait partie des troubles cognitifs, d'agir sur l'environnement. Il y a plusieurs choses qu'on va faire. D'abord, on va essayer d'apprendre à l'enfant quel est son propre fonctionnement cognitif et notamment de lui faire prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ce sont des notions très complexes à aborder avec ces enfants. On va mettre en place des systèmes de routine de façon à ce que notre but à terme, c'est qu'ils finissent par intérioriser ce mode de fonctionnement qui est pour l'instant avec des outils externes comme un mode de fonctionnement intérieur utile. On va utiliser l'imagerie mentale, le soliloque dont ma camarade a parlé tout à l'heure, pour les entraînements des fonctions cognitives déficitaires. Alors, on a beaucoup d'espoir par rapport à des nouvelles choses qui sont en cours de recherche à l'heure actuelle, mais il faut bien dire que pour l'instant, ce qu'on a observé avec, par exemple, les petits jeux sur lesquels on s'entraîne sur ordinateur, etc., c'est qu'il y a très peu d'extension après au reste de la vie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va être très performant sur le jeu d'entraînement, mais ça ne va pas s'étendre au reste de sa vie. Alors, pourtant, moi je persiste à penser que c'est quand même utile d'introduire des jeux de stimulation, des fonctions particulières. Pourquoi ? Parce que si on l'introduit au travers d'un ensemble où on apprend à l'enfant à s'auto-gérer, à auto-stimuler lui-même ses fonctions, où il est dans un mécanisme où lui va prendre en charge son problème, et bien dans ces cas-là, c'est une perspective qui est vraiment plus intéressante. Parce que toute sa vie, il va conserver ce mécanisme-là. Et puis vous allez voir qu'il y a quand même certaines méthodes de stimulation qui, au niveau scientifique, ont l'air de donner des résultats. Et on a beaucoup d'espoir là-dessus, je vais vous les présenter ensuite. Enfin, on va utiliser les thérapies comportementales de type thérapie cognitivo-comportementale ou environnementale avec les parents, etc. Donc par exemple, non, si ça ne marche pas, ça je suis super embêtée. Alors, je peux avoir une aide technique là sur la diapo qui passe pas. Ouais, tu peux essayer. Alors, donc je vais continuer à cappella. Pour l'instant, on va voir si on arrive à me débloquer ça. Imaginez qu'on veuille travailler, par exemple, sur un enfant qui réagit et qui se met en colère tout de suite. Donc, on va demander à l'enfant de décrire une situation où il se met en colère.
à partir de cette description, on va demander à l'enfant de décrire aussi les émotions qui l'accompagnent. Donc il va donner assez facilement l'émotion qu'il ressent pendant qu'il est en colère et les comportements qui s'accompagnent de sa colère. Oui, ben voilà, j'ai jeté ça. Ma sœur est rentrée dans la chambre pour récupérer un jeu sans prévenir et elle n'avait pas le droit de rentrer dans ma chambre. Je me suis fâchée très fort. Ok, d'accord. Et donc je lui ai jeté le jeu à la figure, elle s'est fâchée, elle est allée pleurer, elle est allée appeler papa et maman et c'était vraiment pas juste. Donc on va lui demander ensuite de décrire aussi le comportement et les émotions qu'il a eues après. Hein. Donc après, je me suis enfermée dans ma chambre, je me suis mis à bouder. Et puis après, en fait, j'étais très triste et je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit que c'était pas juste parce que après, papa ou maman m'a grondé et c'est toujours moi qui ai tort, etc. Et là, maintenant, on va leur demander de dire mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils se mettent en colère? Et là, pour ces enfants-là, c'est extrêmement difficile d'identifier ce moment-là. Cette pensée inconsciente qu'il a eue avant le déclenchement de la colère, en fait, il a beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Il a beaucoup de mal à se dire, ben oui, il s'est passé quelque chose. Donc pour lui, l'événement, ma soeur est rentrée dans la chambre, a conduit directement à je me suis fâchée, machin. Il ne voit pas que, non, il y a eu un espace de temps où la colère a monté et que cet espace... c'est parce qu'il ne l'a pas identifié qu'il n'a pas réussi jusqu'ici à mettre en place des stratégies pour éviter le déclenchement de l'action. Donc ce qu'on va essayer de lui apprendre, c'est à ressentir l'émotion et les pensées qu'il a eues au moment où sa sœur est rentrée dans la chambre avant qu'il se mette en colère. Ah ben oui, ma sœur, elle est rentrée dans ma chambre et je me suis dit qu'elle allait encore venir prendre quelque chose et me reprocher d'avoir pris le jouet commun. Et je me suis dit que ça me rendait triste parce qu'elle n'a pas le droit de venir dans ma propriété privée à moi. Une fois qu'on a réussi à ce que l'enfant mette un mot sur cette pensée particulière, eh ben ça va nous permettre de lui apprendre à développer des stratégies autour de ce moment-là, avant le déroulement de l'action. Donc on va lui demander par exemple voilà, ça y est, hop, ça m'énerve là. Démarrer à la diapo active. Non, on va lui demander de faire un tableau où il va imaginer tout ce qu'il peut faire avant de se mettre en colère. Oui, ça c'est le tableau de la décomposition. Voilà. C'est pas grave, on le voit. On voit pas le tableau, mais c'est pas grave. Ok. On l'aura au moins en petit. Okay. Donc voilà, donc par exemple, il va s'imaginer lui en colère et tout autour, dans les bulles autour, il va mettre, oui, mais avant d'être en colère, j'aurais pu appuyer sur ma balle anti-stress, j'aurais pu faire la respiration qu'on m'a appris, je pourrais aller caresser mon chat, je pourrais aller écouter une musique, etc. Et le fait d'avoir accédé à cet espace avant le déclenchement de l'action et d'avoir déjà imaginé les stratégies qui puissent mettre en place avant de les faire, on va faire au fur et à mesure du temps où on l'aide à identifier chacun des déclenchements automatiques, ça va finir par l'aider. Mais évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ensuite, vous allez me dire, mais comment on peut faire? Donc, vas-y, oui, c'est bien. La suivante, c'est bon là. Reviens, voilà, c'est là. Comment on peut faire pour faire percevoir à l'enfant des notions aussi complexes que la métacognition, c'est-à-dire percevoir son mode de fonctionnement psychologique, mais c'était ça, hein, ouais. Comment l'amener à faire une respiration de relaxation pour éviter le moment de perte de contrôle intentionnel, comment on va l'amener à penser ce que pense l'autre, à faire du soliloque, etc., qui sont des notions qui sont quand même très complexes.
Alors, dans mon cabinet, j'ai fait le choix de placer ces fonctionnements assez difficiles à accéder pour l'enfant et assez pénibles à aborder, il faut bien le dire, au travers d'une histoire projective qui est l'histoire d'un petit dragon dans lequel l'enfant s'investit beaucoup. Et au travers de cette histoire où il doit... en fait, c'est un jeu de rôle. Il prend le rôle du petit dragon et il va essayer de développer sa capacité à cracher le feu, ce qui est la symbolisation de faire attention. Au travers de ça, on va aborder des notions très complexes et des performances très complexes auxquelles il va s'entraîner de lui-même, puisque c'est au travers du jeu de rôle. Donc après, là, tout ça, c'est un petit peu en vrac pour vous illustrer toutes les méthodes qu'on met en place en neuropsychologie. Évidemment, je ne vais pas passer toute la nuit à vous expliquer tout ce qu'on développe. C'est pour vous donner quelques idées. Et puis aussi, on va essayer de l'adapter à chaque enfant. On ne va pas dérouler un programme brut comme ça. Parfois, il faut s'arrêter. Parfois, il faut faire passer une chose avant l'autre. Parfois, il faut prendre en compte que non, la famille, elle est trop en souffrance. Puis parfois aussi, une fois que les choses commencent à s'améliorer, il y a comme un espèce d'effet qui se coule là. Les choses s'améliorent et alors la famille elle explose. C'est Hiroshima parce qu'on a déstabilisé quelque chose qui était très 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 instable. Et bien là il faut revenir sur caresser la famille, en fait, leur réapprendre à vivre ensemble et à réapprendre à se voir dans une problématique différente. Parce qu'ils ont tellement été en souffrance avant d'arriver là que les choses deviennent très très difficiles. Alors à gauche, c'est pour vous illustrer un petit peu ce qu'on fait au niveau, par exemple, du soliloque. Parler au dragon intérieur. Comment apprendre à se parler soi-même pour guider sa propre action. C'est ce qu'on appelle l'auto-instruction verbale. En fait, ça permet de renforcer justement la mémorisation de l'action à cause de cette mémoire de travail déficitaire. On va mettre en place des routines, comme ce que vous avez en haut à droite, que vous n'avez pas arrivé à voir jusqu'ici. Mais vous voyez, le matin, je me relève, quand mon réveil sonne, ça me prend 10 minutes, je coche mes 10 minutes. Puis je m'habille et je me coiffe, ça me prend 15 minutes maximum et je coche. Et à chaque fois qu'il réussit son tableau en entier, donc vous n'oubliez pas que vous lui mettez un système pour qu'il visualise le temps qui passe en même temps, sinon ça ne marche pas. Eh ben, il est